Je vous salue tout particulièrement, mais tout de suite, pour faire jouir cette langue, pour jubiler avec elle, en prose, en poésie et même en verlan, voici Fabrice Lucchini et Michel Onfray. Fabrice Lucchini, Michel Onfray. Bonsoir Fabrice. Je vous en prie. Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir. Ravi de vous accueillir tous les deux en direct ce soir dans cette grande librairie. Est-ce que vous étiez déjà rencontrés l'un et l'autre? Il y a eu des échanges. Si on s'est croisés, Fabrice sortait d'un plateau, j'entrais sur un autre plateau, on se dit qu'il faudrait qu'on se voit et ça s'est jamais fait. Donc, c'est jamais fait. Nous nous voyons. Voilà. Les hommes médiatiques qui finalement ne se retrouvent qu'à l'occasion d'émissions, mais qui en réalité ont peut-être des choses à partager. Très bon le début des hommes médiatiques, ça va lui faire plaisir. Les hommes médiatiques, on n'est pas que des hommes médiatiques quand même, si 80 films, Fabrice. Oui. Et des années. Ouais, c'est ça. Oui, non, c'est vrai, je vais pas non plus dire, ouais. Des années un peu, mon grand à nous faire plaisir en nous refaisant découvrir, ou tout simplement parfois en nous faisant découvrir des poèmes, la manière de les dire, le plaisir de jouir de la langue, avec La Fontaine, avec Rimbaud, avec Baudelaire, avec Nietzsche aussi. Vous êtes toujours un Nietzschéen. Alors, Nietzschéen à votre manière, Michel Onfray, vous. Alors, oui, enfin, comme Nietzsche aurait aimé qu'on le soit, c'est-à-dire un homme libre. Oui. Qu'est-ce que c'est un homme libre aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2016, Michel Onfray? C'est un homme qui travaille, qui pense, qui réfléchit, qui ne se laisse influencer par rien ni personne, qui croit à ses informations, qui, quand la gauche est au pouvoir, lit la presse de droite, quand la droite est au pouvoir, lit la presse de gauche. Enfin, un homme libre, quoi. On va parler avec vous justement de ce qu'est la liberté de penser, la liberté de jouer, de se confier également. Deux autobiographies en réalité. Je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut employer, autobiographie. Fabrice Lucchini, comédie française, ça a débuté comme ça. C'est aux éditions Flammarion. Le livre est sorti il y a quelques jours. C'est déjà un grand succès. Autobiographie. Vous nous direz ce que vous cachez, peut-être, ce que vous n'écrivez pas. Et puis, Michel Onfray, deux livres, alors très attendus, évidemment, parce que depuis quelques mois, vous aviez décidé de vous mettre légèrement en retrait du débat médiatique. Deux livres, Le Miroir aux Alouettes, qui vient de paraître aujourd'hui en librairie aux éditions Plomb. C'est sous-titré Principe d'athéisme social. Vous nous direz tout à l'heure ce qu'est l'athéisme social. Ça aurait pu être sous-titré également Autobiographie politique. Et Penser l'islam, ça c'est le deuxième ouvrage. Il sort également aujourd'hui chez Grasset. Penser l'islam, c'est quand le philosophe se met tout simplement à faire son métier, c'est ça. On lit le texte du Coran, on prend la biographie du prophète Mahomet, un stylo, on croise, on écrit, on pense. On va en parler assez longuement de ces deux livres. J'aimerais qu'on commence par les mots, les émotions. C'est la semaine de la langue française. Quel est, pour vous, tiens Fabrice, le plus beau mot de la langue française? Je réponds à la question que vous m'avez pas posée. Être nietzschéen, ça devrait demander, exiger de détruire l'homme qui se venge. Tu sais, le génie de Nietzsche, c'est quand même d'avoir photographié. Moi, j'en parle avec beaucoup de modestie parce que je n'ai pas la formation pour maîtriser. Mais Nietzsche, quand même, je m'y suis vraiment plongé. La grande idée géniale de Nietzsche, c'est quand même voir que l'homme dit non. L'homme se venge. Voilà. La grande idée, c'est qu'il a ce que Onfray appelle aussi les passions tristes. Il a vraiment photographié là où ça se venge. Je ne me trompe pas jusqu'à là. Oh, non. Là où ça se venge. Alors, être nietzschéen, ça devrait être l'homme qui est capable de mourir au vieil homme, l'homme qui est capable de dire oui à la tragédie, oui à l'immanence, oui au non-arrière-monde, c'est-à-dire le oui de l'immanence, l'éternité de l'instant. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de métaphysique, il n'y a pas de proposition divine, il n'y a que là, ce grand oui, tragique, sublime. Et nous n'avons affaire qu'aux courageux ou aux lâches. Les lâches sont ceux qui sont dans l'erreur, et il n'y a pas d'erreur et de vérité, il y a les courageux et les lâches. Et vous avez bien compris que je suis du côté des lâches, c'est-à-dire que moi je ne suis pas du tout nietzschéen. C'est trop fort pour moi. Ouais, trop compliqué. Non, pas compliqué, mais c'est une expression qui revient, santé. on va en reparler, mais c'est une expression qui revient systématiquement sous votre plume. Façon de se dénigrer un petit peu aussi, parfois, Fabrice Lucchini.
trop de courage, c'est trop dur. J'ai pas le courage. Ça, c'est pour... Pour amuser la galerie? Non, pour l'histoire de la gauche. Oui, bah pas seulement, Nietzschéen, par exemple. Non, bah, Nietzschéen, faut être très quand même, faut être un, tu te rends compte, être Nietzschéen, c'est quand même être, nous ne sommes que des êtres de, enfin, moi, je suis un être que quand même de mesquinerie, de jalousie, de médiocrité, d'envie, de peur, de névrose, de narcissisme. Je suis accablé par un petit moi freudien, qu'on ferait adore, mais je suis pas un homme qui dit oui, je suis pas un homme, j'ai pas la grande santé, je ne suis pas un homme qui affirme la solitude, je ne suis pas un homme. Tu te rends compte, être Nietzschéen, ce que ça veut dire? Être Nietzschéen, c'est extraordinaire. Il a raison, Onfray, de dire ça, mais être Nietzschéen, c'est ne plus être dans le ressentiment. Ouais. Et qui est capable en France de dire non, oui, je suis dans le grand oui. Oui, je n'ai plus de haine, je ne me venge pas. Ça, c'est merveilleux. Est-ce que vous en êtes capable, Michel Onfray? Vous avez pas mal pris. Évidemment, c'est le fondement de votre livre de Penser l'islam et puis du miroir aux aluettes. Depuis quelques mois, déferlante dans la presse, vous êtes attaqué, traité de tous les noms, tantôt islamophobe, tantôt islamophile, tantôt antisémite. On ne sait plus très bien d'ailleurs qui vous êtes réellement si on suit la presse. Heureusement, on lit les livres. Aucun ressentiment? Ou quand même un petit peu? Ah non, je veux dire, Non, sérieusement. Bah, après, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je veux dire que j'ai découvert la presse très tôt, quand j'ai commencé à écrire mes premiers livres, c'est-à-dire 89, 90, et je trouvais toujours très injuste qu'on me reproche des choses que je n'avais pas dites. C'est-à-dire on faisait la critique de livres que je n'avais pas écrits, et je me demandais pourquoi. Et puis, c'est allé grandissant, et puis à un moment donné, c'est devenu n'importe quoi. Maintenant, j'ai la chance quand même d'avoir des unes de haine. Des unes qui demandent s'il faut me brûler, des unes qui disent que je fais le jeu du Front National, qui est assimilé à Le Pen, donc à Pétain, donc à Vichy, donc au nazisme, donc à Auschwitz. En gros, je suis un compagnon de route des nationaux socialistes. Vous le répondez à travers les livres, mais vous avez du ressentiment ou pas, honnêtement? Non. D'abord, pour une raison C'est un bien saint. Non, c'est pas ça. Mais non, parce que c'est pas. Fabrice n'a pas parlé du mot important chez Nietzsche, c'est l'éternel retour. Nietzsche dit il y a un éternel retour, et le surhomme, c'est celui qui consent à ce qui advient. Je peux rien contre ça. J'ai des gens qui sont, eux, dans la haine. Fabrice a eu l'amitié de dire que je parlais des passions tristes, qui est une expression de Spinoza. Mais ces gens-là sont dans les passions tristes. Moi, j'ai autre chose à faire, et l'arbitre des élégances, c'est mon père qui n'est plus là, mais pas Laurent Geoffrin, pas le directeur du Monde. Peu importe que ces gens-là disent que je sois ceci. Moi, je sais ce que je suis. Et je sais ce que je fais. Et je sais comment je le fais. C'est le coiffeur de mon enfance. C'est l'instituteur de mon enfance. Qui sont des gens qui pourraient me dire ce que tu dis, c'est pas bien, ce que tu fais, c'est pas bien, etc. Alors là, j'aurais de la peine. Mais que ces gens-là fassent leur métier, vendent du papier, se servent de moi, créent le buzz, soient au service du pouvoir qui les appointe, ils font leur boulot. Donc on ne peut pas avoir de haine contre ça. Et c'est quand même le point de départ également des livres. Ça vous permet d'écrire et de penser contre. C'est pas plus mal. Non, je pense non, non. D'abord, c'est une opportunité. Moi, j'ai pas décidé de faire ce livre. C'est Olivier Poivre d'Arvor qui s'est trouvé évincé de France Culture, qui s'occupait d'une collection chez Plomb. Il m'a sollicité en me disant j'aimerais bien faire un entretien pour clarifier les choses parce que c'est pas très clair, évidemment, quand Libération dit que vous faites le jeu du Front National et le Monde, 3 jours après, dit que je fais partie des intellectuels que le Front National apprécie ou je ne sais pas quoi. Des gens qui commencent à douter en se disant mais... Et donc ils voulaient que nous fassions un entretien sur la question politique. Et j'ai dit bah oui, c'est une bonne idée parce que ça permettrait de dire quelle est ma gauche. C'est une gauche simple, populaire, modeste, anarchiste, libertaire. Près des gens. Moi, je reste fidèle aux idéaux de ce qu'était la gauche avant l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire ou même de 80 à 83, la gauche des gens modestes. Simplement, cette gauche-là n'est plus entendue. On a une gauche de bourgeois, une gauche de riches, une gauche d'opportunistes, une gauche de bobos, une gauche de libéraux, une gauche parisienne, une gauche mondaine, une gauche qui ne sait plus du tout ce qu'est le monde et qui estime que quiconque ne souscrit pas à ces bêtises est un type d'extrême droite. Donc je me suis dit que ce livre soit l'occasion de dire que, 1, je suis de gauche, 2, je ne suis pas un idéologue de gauche. Quand je fais savoir que je préfère un type de droite qui dit une chose intelligente à un type de gauche qui dit une bêtise. C'est très exactement cette phrase-là qui a mis aussi le feu aux poudres avec l'intervention du Premier ministre. Oui. Alors, si vous voulez bien, Michel, il faut prendre les choses dans l'ordre, à la fois les attaques et puis les réponses. Vous répondez de manière extrêmement argumentée, extrêmement simple. C'est aussi un livre de programme et de philosophie. Je ne voudrais pas laisser croire qu'il s'agit uniquement d'un règlement de compte. On va y venir, si vous voulez bien, dans un instant. J'aimerais
peut-être pour commencer cette émission, puisque il faut savoir comment ça débute. Hein. Ça débute comme ça, la grande librairie Fabrice, vous savez. On parle des mots, on échange un peu, on se lance 2-3 trucs, on essaye de savoir ce que les uns et les autres ont envie de dire. C'est très difficile de vous répondre quel est le mot, c'est impossible. Moi, je pourrais pas, par exemple, j'aime énormément un mot qui dit Ah bah voilà, vous pondérer, par exemple. Tu vois, Pondérer. je m'en fous de pondérer. Ce qui m'intéresse, c'est l'agencement. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Deleuze dit. C'est l'agencement. Pourquoi Céline, par moment, c'est ce que je raconte dans mon bouquin, pourquoi Céline c'est d'une banalité absolue, la phrase. La tante à Bébert rentrait des commissions. Ouais. Elle avait déjà pris le petit verre. Faut bien dire également aussi qu'elle reniflait un peu les terres. Habitude qu'elle avait prise au contact quand elle avait travaillé chez un... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il dit à un moment chez les pauvres de New York, il voit son vieux pote qui sort d'un... Ce qui est étonnant, c'est que Céline, qui est la personne la plus dure, politiquement tragique, etc., a parlé des pauvres sans affection, donc les pauvres ne sont pas humiliés. Dans le voyage au bout de la nuit, c'est ce que j'explique ou pas, le pauvre est restitué et pas du tout, il n'y a pas de compassion. Et à un moment, il dit, en parlant d'un autobus américain, il parle de Robinson qui travaille et qui est déprimé parce que ça fait 2 ans qu'il bosse et il n'apprend pas l'anglais, il a appris pour le moment que l'avatory, donc ça le déprime. Et dans la nuit, Céline dit, dans la fatigue, le divin, ça sort des hommes. Il marchait bien pondérément. Ben, ça me plaît beaucoup. Mais pondéré, je m'en fous. Ouais. Mais agencement. J'avais envie de faire un cadeau à Michel Onfray. Je ne sais pas si c'est le moment, vous allez me le dire. C'est un petit cadeau. Allez-y, donnez-le. C'est-à-dire que je pense que j'ai lu pas tout parce que je lis lentement, mais j'ai lu des choses et je vois le peu que je peux comprendre de son courage. Moi, je pourrais pas. Il n'est pas acteur, Onfray. Moi, je pourrais pas subir ça. Il a vraiment du caractère. Ce qui est dramatique chez les comédiens, c'est qu'ils n'ont pas de caractère. Vous avez été traîné dans la boue comme il l'a été, ou pas? Bon, moi, ça a commencé par François Chalet qui a dit dans un Shakespeare il est tellement mauvais qu'il ressemble à Serge Lama dans La Dame aux Camélias. Bon, ça, c'est l'exercice de mon métier. Et puis après, j'ai eu du bol. Avec un physique pas facile, mais bon, j'ai eu du bol, réellement. J'ai pas à me plaindre. Je suis pas non plus vénéré par la presse de gauche du tout. Moi, c'est plutôt l'institution bourgeoise, le Figaro Magazine, le Figaro. Ouais. Ça vous va très bien Je suis d'ailleurs. très content. Très content, oui. Ouais, parce que j'ai des points communs avec lui. Moi aussi, je viens d'une famille modeste, mais enfin, c'est un autre truc. Ce que j'avais envie de dire, vous allez me dire, puisque vous me demandez quels sont les mots que j'aime le plus, tous les matins, je travaille Molière. Il n'a rien à voir avec Alceste, mais il n'est pas étranger à Alceste. Il n'a pas la haine des hommes. Alceste, c'est le misanthrope. Hein. Oui, mais il n'est pas Philinte. Il est Alceste, bizarrement. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à un moment, Philinte, le super raisonneur, le merveilleux analysé, comme disait mon analyste, le trop bien analysé, Philinte dit à Alceste, vous nous emmerdez à gueuler contre tout. Et il va même jusqu'à dire, tout bon, quittez toutes ces incartades. Vous voulez parler de mots que j'aime, vous allez les entendre dans 2 secondes. Quittez toutes ces incartades, le monde par vos soins ne se changera pas. Et puisque la franchise a pour vous tant d'appât, je vous dirai tout franc que cette maladie, partout où vous allez, donne la comédie. C'est pas à toi que je mais tu vois. Et qu'un si grand courroux contre les mœurs du temps vous tourne en ridicule auprès de bien des gens. Et qu'est-ce que répond Alceste? Ce que pourrait répondre, tant mieux, morbleu, tant mieux, c'est ce que je demande. Ce m'est un fort bon signe, et ma joie en est grande. Et là, c'est pas du tout Onfray. Tous les hommes me sont à tel point odieux que je serais fâché d'être sage à leurs yeux. Et lui dit, Philinte, vous voulez un grand mal à la nature humaine? Et il répond, Alceste, oui, j'ai conçu pour elle une effroyable haine. Eh bien, voilà des mots. Vous m'avez demandé les mots que j'aime. Eh bien, c'est là. Eh ben, Et c'est l'agencement. Et c'est l'agencement des mots. C'est ce Et que vous les j'explique citez dans mon dans bouquin. le livre. Ouais. Avant de savoir, Michel Onfray, si c'était vraiment un cadeau empoisonné C'est pas mal. ou un vrai cadeau. Ça te plaît pas mal? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, quand on me dit c'est ça ou ça, je préfère autre chose. Et, Ah oui, bien sûr. et c'est plutôt Cyrano, moi, qui me plaît dans la vie. Je pense qu'on peut être Cyrano dans la vie. Et c'est vrai que je ne parviens pas à être pessimiste ou à être misanthrope. Là encore, c'est Nietzsche. Hein. Nietzsche dit, voilà, un optimiste, il voit le meilleur partout, le pessimiste, il voit le pire partout, et le tragique, c'est de voir le réel comme il est.
Je pense que ça, tragique, je le suis. Mais pessimiste, non, je ne crois pas. Je ne veux jamais faire payer la facture que quelqu'un doit à un autre en disant les hommes étant méchants, toi tu es un homme, donc tu seras méchant, etc., etc. Non, je ne parviens pas à haïr. Je ne suis pas doué pour la haine. Cyrano, c'est admirable quand même. Il est absent un peu de votre spectacle, Cyrano. C'est admirable tout de même. Cyrano, c'est pour vous. Ouais. C'est un texte magnifique. Moi, je te tutoie, tu reviens au vouvoiement, mais, non, mais en plus, oui, je connais beaucoup moins bien. Moi, je suis très obsédé par Molière, oui, très obsédé par Molière sur la qualité du c'est vers. inutile. Pardon? Quoi, c'est inutile? Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. C'est encore plus beau lorsque c'est inutile. C'est un peu vous, ça, non? Qu'importe, je me bats, je me bats, je me bats. Oui, mais je ne me pose pas la question en termes d'utilité. Je me dis, il y a toujours quelqu'un qui écoute, qui entend et qui un jour reprend le flambeau. Et un garçon qui passe, une petite fille, je veux dire, enfin des gens qui ont entendu et qui ont eu l'exemple de quelque chose d'élégant, de grand et qui disent c'est possible, c'est pensable. Jadis, ça se faisait avec Plutarque, et c'est aussi un homme pour toi. Mais je veux dire, Plutarque est quelqu'un qui donnait du tempérament, du caractère. Et Cyrano est quelqu'un qui donne du tempérament et du caractère. Ah bah oui. Oui. Alors, le tempérament et le caractère, on va le trouver aussi avec les 2 lauréats du prix France Télévisions qui vont nous rejoindre tout à l'heure, dans un petit instant. Là, on a fait connaissance. Ça s'est dégelé un tout petit peu. Hein, vous vous tutoyez. Dans pas longtemps, vous allez vous embrasser. Ils sont nés de chiens, tous les deux. Les mots, la lecture, la langue, le livre. Ça, c'est ce que nous célébrons dans l'émission. Les semaines se suivent, elles ne se ressemblent pas toutes. L'actualité du monde de la lecture et du livre, quelle est-elle? Bah regardez, nous avons cette gazette de la Grande Librairie. Ça débute comme ça, la Grande Librairie, par la Gazette. Elle est signée ce soir, Camille Bourlot. Je serais extrêmement fier si vous lisiez ne serait-ce que quelques mots. Oui. Lus par vous, ça serait extraordinaire pour moi. Quand? Tout de suite. D'accord. Bon, mais moi, je fais exactement ce qu'on me dit. Alors, Le début, faire le con poétiquement est un métier formidable. 6 novembre 2013. Tu fais trop de choses à la fois. Tu n'as plus 20 ans, me disait-on. Je me reposerai quand je serai mort. Je suis un drogué du panache. J'ai des cavernes d'Ali Baba plein le crâne à s'en faire claquer les orbites. Je ne m'ennuie jamais, sauf quand on me ralentit. J'ai dans le cœur un feu d'artifice. Véritable homme volcan, c'est de la lave qui coule dans mon sang. Je cherche le spasme. Je cherche le spasme électrique de la surprise. Je ne sais pas vivre autrement. Bravo. Merci beaucoup. Formidable. Fabrice Lucchini, lisant donc le journal d'un vampire en pyjama. C'est de l'improvisation totale. Ah, et en même temps, non, mais je suis content de le découvrir. Oui. Mais attendez, on va revenir à ça, parce que ça, c'est au cœur de ce livre, moi, que j'ai beaucoup aimé. L'addiction. À un moment dit, il ne faut pas chercher à être dans l'addiction. Quand on lit, il faut chercher l'agencement des paroles, des mots entre eux. J'essaye de dire. Faites-vous? J'essaye de dire dans le bouquin on va lui offrir comédie française. Oui, d'accord. Merci. Tu vas voir, c'est. Enfin bon, je suis pas littéraire, donc enfin bon, c'est un truc comme ça. C'est Maxime Catroux qui m'a demandé de chez Flammarion. Enfin bon, j'ai quand même affronté la page blanche. Mais. Ça marche bien le coup de la fausse modestie. Non, c'est pas de la fausse modestie quand tu lis Céline et que non, mais tu c'est connais pas par mal cœur quand Maura même. Crédit. C'est bien, c'est pas mal du tout. En tout cas, votre collaboratrice m'a accueilli en disant que ça lui avait plu. Donc oui, je vais pas. Mais je suis pas un écrivain, moi. Je ne le serai jamais. C'est le premier. J'ai fait ça très bien. Je vais vous dire comment on fait. Eh bien, il faut pas surjouer ce qui existe déjà. Ça veut dire que notre métier n'est pas de jouer les mots. Les mots, ils ont une puissance gigantesque. Tous les soirs, au Théâtre Montparnasse, je dis des phrases banales. Je dis des grands poèmes de Rimbaud très complexes, comme Le bateau ivre, qui fait plus de 10 minutes. Puis je fais, pour quand même reposer le public, comme dans le livre, des poèmes accessibles. Bon, parmi les poèmes accessibles, il y en a un que vous connaissez tous, On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Eh bien, il n'y a pas besoin de... L'innocence de la phrase, elle doit être obtenue en émettant le moins de charge possible sur la phrase. Tu sais, il y a une phrase magnifique de Jouvet qui dit « Il boursoufle la phrase ».
Ils boursouflent la phrase, Bouquet en parle très bien de ça, ils boursouflent la phrase de leurs intentions personnelles et ils détruisent l'innocence de la réplique. Voilà, mon travail c'est de restituer l'innocence. C'est un travail impossible. Il faut se dépersonnaliser. Se dépersonnaliser. Ça ne doit pas être facile tous les jours pour vous, Tiens, Fabrice. le mauvais acteur c'est... Regarde, Non. oui, mais moi c'est une ascèse chrétienne, mon histoire de comédien de théâtre. Dépersonnaliser Fabrice Évidemment. Lucchini. Moi j'ai un énorme ego fait-on comme pour tous les acteurs, dépersonnaliser mais Lucchini je fais du théâtre pour être mystique chrétien et me haïr et faire de mon moi quelque chose d'haïssable. Bien entendu, sinon je jouerais qu'au cinéma. Mais d'ailleurs au cinéma maintenant on me donne des rôles où je dois aussi être assez impersonnel. Mais les gens ont une image. Mais juste là tu m'as dit un truc qui m'a intéressé profondément. Oui, c'est, tu sais, dans Rimbaud, il y a une phrase, par exemple, magnifique, je dis n'importe laquelle, je dis, les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. Et on a tous tendance, les acteurs, à jouer. Et les tilleuls sentent bon par les bons soirs de juin. Pourquoi tout ça? Même les animateurs de télé, Oui, c'est vrai. vous tombez dans Ouais. d'avoir peur d'être dans le rien. Regarde, si tu présentais la grande librairie totalement à plat. Regarde, Comment tu ferais? Michel Onfray, Vas-y, dis-moi. marxiste, hédoniste, et en même temps combattant, voulant une société plus juste, plus concrète, une société où le libéralisme sera anéanti, non pas en face d'un marxisme médiocre et aliénant, non, en face d'une société dont Proudhon avait institutionnalisé. Quant à notre grand écrivain Mathias Malzieu, vous avez vécu une chose absolument... Dès que vous avez parlé, on a été... Quand vous arrivez avec Fabrice. ça et le chapeau, on se dit tiens, pourquoi? Et dès que vous parlez, on se dit merde, on va se calmer, faut pas l'emmerder. On a de l'admiration. Et vous, avec un physique vraiment très agréable, vraiment un physique d'homme. J'espère que ce n'est pas la seule chose. Ah non, mais dis pas donc, la c'est raison déjà de ma pas mal. présence Eh ici. oh, Oui. c'est déjà pas. Non, mais un physique qui traduit ton identité. Non, évidemment. mais Et, c'est la première chose qu'on voit. et qu'est-ce que c'est qu'une phrase, dirait Jouvet, c'est un état à atteindre. Ouais. C'est ton corps qui a écrit ton livre. C'est pas ta pensée. Non, évidemment, Ça, Onfray j'aurais serait dit. d'accord avec moi. C'est le corps qui écrit. Oui. Il sera associé à moi quelque chose de formidable, disait Nietzsche. Croiser un Allemand peut retarder mon processus de digestion. C'est du Nietzsche, comme ça je te le fais juste entre parenthèses. Je fais un peu le bouquin, toi. Je suis là, donc j'ai quand même parlé du mien. Oui. Tu sais. Voilà. Mais non, bah allez, alors voilà. Alors, je vais présenter, je prends Fabrice Lucchini comme Coach. À partir de demain matin, on s'entraîne. Mais j'ai du on y boulot, va. tu Ouais, sais, parce non, mais qu'il y j'y a des arriverai hommes jamais. politiques aussi Je pourrais qui pas. me hein. le demandent. J'y arriverai jamais. Vas-y, tu es dans la sobriété. Allez-y. Olivier Bourdeau a publié au début du mois de janvier un livre inouï qui s'appelle donc En attendant Bojangles. C'est aux éditions Finitude. J'essaye de le faire à Eh ben, plat. tu l'as, c'est déjà beaucoup mieux que tout Ah, à c'est l'heure. mieux. Oui, parce que tu fais pas Olivier Bourdeau, non, tu dis Olivier Bourdeau. Il craque, on dit tiens, Olivier Bourdeau, et on est sur Olivier Bourdeau. Mais je peux pas être comme je suis d'habitude, non? Je peux Si, pas être c'est comme moi. formidable, Enfin, c'est pour tu ça vois, que tu as moi, du quoi. succès. Tu as du succès parce que Là, les je gens aiment ton Il va falloir enthousiasme. faire comédien. Tout le monde s'en fout de ce qu'on est en train de se dire. Non mais Fabrice. toi, C'est le courant, quand même. public t'aime parce que tu es enthousiaste. Moi, je te conseillerais modestement Je de vais pouvoir- hiérarchiser tes Je enthousiasmes. mets un peu moins d'enthousiasme, Non, c'est ça? tu en mets pas à tout. Ah, d'accord. Non, mais je vais pouvoir lui reprocher d'avoir présenté mon livre avec beaucoup moins d'enthousiasme. Ah, pour c'est le pas coup. bête. Je serais à Ouais, ce moment-là lésé. ça va devenir un combat d'ego, donc Ouais, prends ouais, les ouais. choses en main. Bon, allez. On va faire comme d'habitude. Alors, formidable. Olivier Bourdeau. Mais là, c'est Olivier surjoué, par Bourdeau. contre, c'est quand- Non, ça- ben vous ça savez tombe bien à que c'est plat. pas surjoué puisque vous étiez sur Je ce rigole, plateau, je rigole. au tout début du mois de janvier, quand le Ouais. livre est sorti. C'est vrai que c'est un roman qui est admirable parce que fantaisiste, truculent, avec une façon qui est, moi je trouve, une forme de politesse ou d'élégance, qui est d'introduire comme ça le farfelu et l'humour pour parler de choses a priori graves, la maladie mentale, la bipolarité. Vous nous rappelez un tout petit peu qui sont les protagonistes de ce roman, ce couple? Oui, bien sûr. C'est une famille de 3 membres, un père, une mère et un fils, qui vivent parfaitement follement dans un grand appartement parisien et qui cherchent à fuir le réel sans cesse dans leur manière d'être. L'enfant, lorsqu'il raconte les dingueries qui se passent chez lui, à l'école, n'est pas cru. Par conséquent, il est obligé de mentir à l'endroit.
En revanche, quand il rentre de l'école et qu'il raconte ses journées pleines d'ennuis à sa mère, celle-ci lui impose de mentir et d'inventer des journées imaginaires. Ils font la fête énormément, ils vivent dans une folie douce, une sorte de folie très agréable. Ils ne payent pas leurs impôts. Alors, ils n'ouvrent pas leur courrier. Par conséquent, dans le courrier se trouve celui des impôts, et forcément ça. Ils refusent évidemment l'idée que le réel puisse exister. Ça va beaucoup plaire à Michel Onfray. Mais évidemment, Oui, le c'est un réel, roman, je tiens le à réel préciser. chez vous, ça s'appelle la maladie mentale. Donc, il vaut peut-être mieux qu'il n'existe pas, ce réel. Voilà, exactement. La mère passe d'une folie douce à une folie dure, et c'est la manière dont les deux membres de sa famille vont s'occuper de cette folie. Alors, je fais la même chose à Olivier Bourdeau. J'essaye de calmer l'enthousiasme parce que je vois Lucchini qui s'endort. Pas mais du tout, au contraire, c'est passionnant ce qu'il raconte. il est bien, hein. Bah, c'est Tiens, c'est pour vous passionnant. aussi. Ouais, non. Avec grand plaisir. Ouais, prix roman Et France je vois pas Télévisions, pourquoi, Olivier passe-le Bourdeau. moi, il n'aurait pas aussi sa page. Oui. Ah, Alors, bah c'est bien ça. Il n'y a aucune raison. C'est ça être de gauche. Face à Onfray qui nous enseigne la gauche, c'est qu'il y aura du partage. On a dit une page de notre ami, il y aura une page pour toi. Vous Il y avez aura choisi une une bonne page page aussi de pour notre monsieur ami. qui arrive. Mon père m'avait dit qu'avant ma naissance, son métier, c'était de chasse. Mon père m'avait dit qu'avant ma naissance, son métier, c'était de chasser les mouches avec un harpon. Il m'avait montré le harpon et une mouche écrasée. J'ai arrêté car c'était très difficile et très mal payé, m'avait-il affirmé, en rangeant son ancien matériel de travail dans un coffret laqué. Maintenant, j'ouvre des garages. Il faut beaucoup travailler, mais c'est bien payé. À la rentrée des classes, lorsqu'aux premières heures, on fait les présentations, j'avais parlé, non sans fierté, de ces métiers, mais je m'étais fait gentiment gourmander et copieusement moquer. La vérité est mal payée pour une fois qu'elle était drôle comme un mensonge, avais-je déploré. En réalité, mon père était un homme de loi. La vérité Merci était beaucoup. drôle comme un mensonge. C'est pas mal ça, hein, Olivier Bourdeau. Très bon c'est pour bon. relancer Bourdeau. T'as vu comment il t'a relancé? Vas-y, profite. Vous me facilitez la tâche. Voilà, c'est le prix France Télévisions, roman. Et alors, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas non plus vos questions des téléspectateurs et des lecteurs. Plaisir, oui, oui, oui. Par exemple, celle-ci. Dans ce roman, le journal intime du père de votre héros couvre à peu près un tiers du livre. La question est très sérieuse. Est-ce que vous allez lui reverser un tiers de vos droits d'auteur? C'est en négociation. Mais c'est une très bonne question, effectivement. Est-ce que vous avez voulu dénoncer, Olivier Bourdeau, un formatage de l'éducation aujourd'hui? Je n'ai rien voulu dénoncer puisque, avant de me mettre à table pour écrire, je ne savais pas l'histoire que j'allais conter. Donc, il n'y a pas d'analyse à en tirer. Pardonnez-moi, c'est Oui. vrai ça ou c'est une posture d'écrivain? Parce que c'est très romanesque de dire ça. Je savais pas du tout ce que j'allais écrire, j'ai commencé, le livre est venu sous ma plume. C'est la vérité? C'est vrai, parce que le premier, j'avais travaillé pendant 2 ans, et ensuite j'avais écrit pendant 2 ans. Celui-ci, je peux vous dire qu'avant de me mettre à table, j'étais bien embêté, et tout s'est merveilleusement bien passé, mais c'est absolument pas une posture d'écrivain. Enfin, je vois pas pourquoi j'aurais inventé cette histoire. Bah bien sûr. En attendant, Bojangles. Non, mais non, je vous crois. J'essaye de le faire. J'essaye simplement de le faire seul. J'y Non, arrive mais pas, c'est tout. dis-moi, il n'est pas didactique, il n'a pas Non. de leçons à donner. J'ai pas encore lu le roman, mais il n'a pas la prétention de dire des choses. Non. Il n'est pas là pour. C'est pas un didactique, c'est un romancier, non? Oui, Un vrai je- romancier en tout cas. Ouais. Ben, c'est gentil. On attend la suite, Regretter hein. d'être Ouais. venu à la grande librairie, là. c'est Non, bon. non, non, non. Je peux avoir un peu d'enthousiasme là ou Ah alors oui, je- non, mais ça ne veut pas dire que la neutralité entrave des moments. Mais il ne faut pas que tu sois constamment enthousiaste. D'accord. Enfin, je te dis ça, moi. Tu profites Alors- d'un cours gratos, mais tu peux faire comme tu veux. Ah, je me demandais aussi. Tu m'enverras le chèque. Ben Enfin, oui. Oui, parce que ce qui est drôle chez Onfray, c'est que lui, il demande à des gens de participer à Oui. à son université totalement gratuitement. Il a raison. C'est une université populaire et c'est de gauche. Et j'ai pas dit qu'il avait tort. Et moi, Mais ça va venir. modestement, je ne fais jamais rien gratuitement, mais pour te montrer que je suis pas un homme enfermé dans un système, je ferai peut-être une chose gratuite, pas longue, mais je le ferai gratuitement. Non, moi, Attends, parce que non, je mais vais c'est bien t'expliquer. ça. C'est que- Michel Onfray, vous êtes intéressé à l'université peut-être- populaire, par exemple? Non, mais je te dis gratuitement, 10 minutes. 5 minutes, ou 10 minutes, ou même 1 heure. Simplement, moi, je suis... Voilà, il a fait un livre sur Freud. Moi, je suis un praticien de l'analyse. J'en ai quand même fait 40 ans, tu vois. Comme dirait Woody Allen, ça va un peu mieux. Mais rien n'est gratuit, tu vois. Faut payer.
Et quand au théâtre, au tout début, je faisais des spectacles, Je me souviens. ils étaient meilleurs quand ils payaient le public. C'est bizarre, pas obligatoirement cher. C'est un échange, la chose gratuite, mais il n'y a pas de système. Je serais capable. Moi, je me souviens d'une époque, il n'y a pas très longtemps, où au théâtre, quand il y avait des places vides, vous gueuliez un petit peu. Vous interrompiez le spectacle en disant, mais non. Oui, parce qu'il y avait du gâchis. Je suis très onfray. Parce que moi, c'était payé. Hein. Ces 2 places que tu as vues vides, elles étaient payées. Donc, il y avait une arrogance de classe. Et je ne supporte pas l'arrogance de classe. Il y a une chose que je déteste dans la droite, mais que je déteste organiquement, c'est la certitude d'appartenir à une classe. Je les trouve immondes, parce que j'attaque toujours la gauche caviar, mais il faut aussi, de temps en temps, attaquer aussi l'arrogance de classe. L'arrogance de classe de la droite. C'est-à-dire, tout d'un coup, j'appartiens, je te regarde de haut. Non, 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 non. C'est pas ça. Non, non, il y a de la... Ce que j'aime bien dans la droite, c'est qu'elle a aucun projet, sinon l'aliénation, l'exploitation, l'abrutissement, l'abêtissement. C'est un projet conséquent. Mais elle n'a pas de projet angélique sur l'humanité. Toi, ouais, tu bosses, tu fermes ta gueule. Bon, et puis si tu t'en sors pas trop mal, tu vas trouver ton trou, tu vois, bon. Et puis, au moins, il n'y a pas de projet immense, tu vois. Et comme Céline dit une phrase que j'aime beaucoup, Madame Bérange, elle visait bas, elle visait juste. Je trouve que c'est toujours intéressant dans la nature humaine de choper ce qui est très médiocre. T'es sûr que c'est vrai. Tu vois, l'idéalisation, les gens qui ont des grands fantasmes, tu sais, des grandes générosités incarnées. Et c'est pas le cas d'Onfray. J'y tiens à préciser. Pourquoi je dis j'y tiens à préciser? Je tiens à préciser, c'est pas le cas d'Onfray. Mais tu sais, ce qu'il dit dans son bouquin, parce que moi je peux te dire, je suis là, est à côté d'Onfray, hein, quand il parle de la bourgeoisie de gauche qui pense, qui se dit de gauche et qui vit comme un homme de droite, qui économise comme un homme de droite, qui a un petit jardin comme un homme de droite, qui a une petite maison comme un homme de droite. Ah, mais je maîtrise de quoi, c'est exact. Le Onfray dans pas le les texte, mots, parfaitement. mais c'est pas loin de ton idée. Eh bien, moi je me suis dit, la phrase de Deleuze, être de gauche, disait Deleuze, quelle est la différence entre un homme de gauche et un homme de droite? Deleuze, il disait, un homme de gauche, il ne voit pas le réel sur son palier. Il pense que l'Afrique est très proche. Un homme de droite, son réel, c'est le palier, puis il voit rien de plus. Ça n'est pas une vérité. Et moi, qui ai déjà du mal à comprendre mon palier, je reste dans mon palier. Je ne suis pas capable de comprendre la globalité, donc je suis dans... Oui, vas-y. Non, 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 Je suis non. quand même par là. C'est pas ça, c'est que je ne sais plus comment finir là. Non, c'est parce que... Alors moi, je sais comment... Non, mais il y a un éloge du paillasson. On est sur le palier. Je peux peut-être passer du palier au paillasson. Bien joué, bien joué. Il y a un éloge du paillasson dans le livre de Lucchini qui est quelque chose d'assez exceptionnel. On raconte l'anecdote. Oui, mais rapidement, parce qu'il faut parler en frais, il faut que tout le monde ait sa place. Allez, Tu veux que je lise un bout? Non, Je peux lire un bout de bouquin, tout à quand même. l'heure, tout à l'heure. Non, Ah bon, d'accord. on sort de Deleuze. Il faut quand même qu'on digère un tout petit peu Deleuze, parce que Deleuze par Lucchini, après le Nietzschien, par Très beau Fabrice livre de Lucchini. Deleuze sur Nietzsche, en tout cas. Moi, je vous propose une chose. Hein. Demain, en librairie, prix France Télévisions, roman Olivier Bourdeau, et prix France Télévisions, essai, Mathias Malzieu, entre les mains de notre ami Fabrice Lucchini. Oui, voilà, très bien. Fais Bunel, montre-le comme... Zoom, zoom, enthousiasme. disait Ardisson. Zoom, zoom. Et vous Voilà. faire la même chose avec l'égalité, parfaite. Faites la même chose avec le mien. Vas-y, tiens. Voilà, merci infiniment en tout cas, Olivier Bourdeau et Mathias Malzieu d'être passés nous voir. On va faire une petite balade pour digérer Deleuze, et avant de revenir à Michel Onfray et à Fabrice Lucchini, allons faire un petit tour du côté, tiens, d'une librairie. Social, livre politique dans lequel vous fustigez, vous avez déjà commencé un petit peu, la gauche, lorsqu'elle ne mène pas une vie de gauche, dites-vous, lorsqu'elle trahit ses idéaux. Et puis Penser l'islam, chez Grasset, qui sort également aujourd'hui. Il était sorti en Italie il y a quelques jours, quelques semaines. C'est un livre dans lequel vous lisez le Coran. Vous lisez la biographie du prophète, vous prenez plusieurs traductions d'ailleurs hein, du Coran, vous ne vous limitez pas à la traduction, j'allais dire canonique de Jean Grosjean, vous allez voir également Malek Chebel, vous allez voir tout ce qui se fait, et vous dites quoi? Le philosophe doit faire également l'histoire de la pensée, et avant de juger, avant de dire le barbare c'est l'autre, essayer de savoir quel est son Dieu, quelle est sa religion. On peut dialoguer avec absolument tout le monde, aller chercher partout.
Bien sûr qu'on peut dialoguer avec tout le monde, on doit même dialoguer avec tout le monde, surtout ceux qu'on nous présente comme des ennemis, des adversaires. C'est avec les ennemis et les adversaires qu'il faut faire la paix, qu'il faut s'entendre, qu'il faut faire fonctionner la diplomatie, etc. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans le Coran quand vous l'avez lu? D'abord, c'est une vieille lecture pour moi. C'est-à-dire que ça fait très longtemps que je pense que c'est une civilisation qui s'effondre, le judéo-christianisme, mais que l'islam est une civilisation qui s'approche. Et que ce sont deux civilisations qui s'opposent. Mais ça, on n'a pas le droit de le dire quand on est de gauche, parce que c'est Samuel Huntington, c'est Le choc des civilisations. le choc des civilisations. Il n'y a pas de choc, il n'y a pas de civilisation circuler, il n'y a rien à voir. Et l'affaire est réglée. Si, il y a des chocs, il y a des civilisations, et les civilisations sont toutes construites sur des textes sacrés. Le paradoxe, pardonnez-moi, c'est que cette idée, aujourd'hui, que vous reprenez, vous, homme de gauche, c'est du choc des civilisations, a servi aux néoconservateurs américains pour justifier la guerre menée en Afghanistan et puis ensuite les bombardements. Mon problème n'est pas de savoir si les idées sont utilisées par quelqu'un que j'aime pas, mais de savoir si elles sont justes ou si elles ne le sont pas. Y a-t-il, oui ou non, des civilisations? La réponse est oui. Y a-t-il des civilisations qui sont mortes? La réponse est oui. On a tous reçu des cartes postales, on a tous voyagé, on a vu des pyramides en Égypte, on a vu le Forum romain, on a vu l'Agora en Grèce, on a vu Stonehenge, on a vu les pyramides aztèques, et on sait bien que les civilisations sont mortelles. Mais pas la nôtre. On part du principe que toutes les civilisations sont mortelles, mais pas la nôtre. Or, la nôtre, elle est mortelle, elle est même mourante. Et je vois juste une autre civilisation, l'islam, qui existe depuis l'Hégire et qui a existé dans l'histoire. Et cette civilisation qui a existé dans l'histoire, elle se construit sur un livre. Et je trouve très étonnant qu'on puisse avoir une idée de l'islam sans avoir lu le livre sur lequel l'islam est construit. Donc évidemment, je ne pratique pas l'arabe, donc j'ai sur mon bureau toutes les traductions du Coran, et je regarde pour essayer de me faire un avis et voir s'il n'y a pas une subtilité qui m'aurait échappé. Et à partir du Coran, il y a très longtemps que j'ai mis tout ça en fiche, j'avais une idée de ce qu'était l'islam. Puis je suis allé dans une dizaine de pays où l'islam fait la loi. En Libye, avant qu'il n'arrive ce qu'il arrive, au Mali, je suis allé dans, je sais pas, Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte, enfin dans plein d'endroits où l'islam, je ne l'ai pas vu que dans le Coran, mais je l'ai aussi vu dans la rue. Et j'ai souhaité voir ce qui se passait dans cette civilisation, voir comment elle fonctionnait. Pour utiliser une formule de Nietzsche, c'est une civilisation de la grande santé. L'islam est une civilisation de la grande santé. Alors quand on dit ça, Michel Onfray, c'est ce que beaucoup vous reprochent, l'islam est une civilisation de la grande santé, en gros, c'est jouer l'islamophile. Oui, mais ça, c'est. Pourquoi pas? Ce sont des catégories qui, même chose, savoir si Huntington a raison ou tort parce que tel ou tel l'aura utilisé, ça me fait le même effet que quand on dit islamophile, islamophobe, c'est l'invitation à ne pas penser ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut sortir de ces mots. On est en train, et il y a un moment d'ailleurs dans le livre où vous en parlez, vous dites, reprenons, sortons de cette espèce de vide. On a vidé les mots de leur sens. Je suis pas islamophile quand je dis comme acte d'accusation. Oui, parce que je ne suis pas islamophile quand je dis qu'il y a 2 ou 3 sourates sur lesquelles on peut construire et qui nous disent, par exemple, pas de contrainte en matière de religion. C'est dans le Coran. Est-ce que je suis islamophile parce que je le dis? Et vous n'êtes pas islamophobe non plus? Il y a aussi un vous certain dites nombre de c'est sourates une qui nous disent civilisation égorge-les, etc. Il y a de la misogynie, de la phallocratie, de l'antisémitisme, de l'homophobie. Il y a des sourates qui justifient ça aussi. Alors évidemment, quand je le dis, là, pour le coup, on dit il est islamophobe. Non, je suis ni l'un ni l'autre. Je dis qu'il y a dans le Coran matière à justifier le meilleur et le pire. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas deux Corans, ça vous le dites très précisément. Il n'y a pas deux Corans, mais que dans un même Coran, il existe des textes hétérogènes. Les uns disent certaines choses, d'autres des choses contraires. Au contraire du Nouveau Testament. Comment fait-on pour concilier ces choses contraires? Alors, au contraire du Nouveau Testament, où on a les évangiles, 4, dont 3 sont dits synoptiques, parce qu'on peut les mettre les uns à côté des autres et ils sont censés dire la même chose, ce qui n'est pas le cas quand on les lit, ce qu'on ne fait jamais. Et puis après, les actes des apôtres, les épîtres de saint Paul, et les choses sont très différentes. Entre le Jésus qui fait l'éloge de l'amour du prochain, et puis le saint Paul, qui nous invite avec son épée à faire le nécessaire pour que le christianisme devienne religion universelle, il y a matière effectivement à des grands écarts. Ça, c'est le christianisme. Je veux dire, vous lui avez déjà réglé son compte il y a quelques années dans un traité de la théologie. Dans lequel il était question de l'islam aussi. Pensez l'islam. Oui. Et je disais la même chose avec l'islam dans le traité de la théologie, mais les gens n'ont pas vu ou pas lu à l'époque. Et je dis effectivement que suivant le prélèvement qu'on effectuera, effectivement, on peut trouver le meilleur et le pire. Je dis juste qu'il y a un problème, c'est que l'islam estime que le Coran est dicté par Dieu. Alors que les gens qui se réclament du Nouveau Testament ne disent pas que les évangiles ont été écrits par Dieu directement. Ce sont des gens qui ont écrit, dont on dit qu'ils ont connu le Christ. Aucun n'a connu le Christ.
outre le fait qu'il n'ait pas existé historiquement, mais tous les évangiles ont été écrits. Je me demandais combien de temps vous alliez tenir. On peut pas entretenir des mythes quand on est philosophe. On est là pour démystifier, donc laissons le christianisme de côté. Mais le fait est que quand on est musulman, on a affaire à un texte qui a été dicté par Dieu. C'est pas exactement la même chose qu'un texte dicté par les hommes. De sorte que quand on dit, oui, moi je vais faire une analyse en estimant que, ce que vous faites, c'est une espèce de critique de ce que Dieu peut dire. C'est ça le problème, avec un livre dont on nous dit, il a été dicté par Dieu au prophète, et évidemment, il n'y a rien à changer, puisque de toute façon, la chose est dite. Le texte lui-même dit, il n'y a pas de contradiction dans le Coran, ce qui est la preuve qu'il est un texte sacré. Si vous dites, bah oui, mais moi j'ai lu le Coran, il y a des choses contradictoires. Est-ce que c'est la preuve que ce n'est pas un texte sacré? Là, on est donc islamophobe et on insulte la religion. Alors de fait, ça devient problématique, et le philosophe que je suis souhaite qu'on puisse, et l'athée que je suis, souhaite qu'on puisse lire le Talmud, le Zohar, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, la Bible, le Coran, mais le Rig Veda, Bhagavad Gita, le Wad Manu, enfin tous les textes religieux. Prendre comme des textes, comme on lit, des textes de philosophie. Voilà, même d'historiens, je veux dire, comme on lit Tacite, comme on lit Tite-Live, comme on lit Suétone. C'est juste une proposition en disant, est-ce qu'on peut déjà au moins commencer par ça? Si déjà la réponse est non, ça devient difficile. Quand on a lu ces textes-là, partons du principe que justement on accepte l'idée de lire ces textes pour ce qu'ils sont, des documents d'histoire également. On a envie de rapporter ça à ce que nous vivons. Est-ce qu'un islam, alors on va dire modéré, les sourates de paix, celles que vous citez par exemple, il y en a très nombreuses, est-ce qu'un islam modéré est compatible avec, 1, la démocratie, 2, avec la République française? Est-ce que c'est possible? C'est une question de prélèvement. C'est-à-dire que quand il y a une sourate, dont on oublie d'ailleurs de dire qu'elle provient du Talmud, qui nous dit que quand on tue un homme, c'est tous les hommes qu'on tue, et quand on sauve un homme, ce sont tous les hommes qu'on sauve, on se dit, mais avec une sourate comme ça, on peut effectivement construire quelque chose qui est compatible avec la République, dont je rappelle qu'elle suppose la liberté, l'égalité, la fraternité, le féminisme et la laïcité. Ah, bien sûr. Et ça, c'est évidemment complètement compatible avec une sourate comme celle-ci, y compris la sourate qui nous dit qu'il faut augmenter son savoir, la sourate dont je parlais tout à l'heure qui nous disait qu'il ne fallait pas de contraintes en matière de religion, et bien si on se réclame de cet islam-là, il n'y aura évidemment aucun problème. Quelle est la lisière, parce que tout le monde vous attend sur ce sujet, entre la compatibilité et la soumission? La soumission à l'islam. Je comprends pas, c'est-à-dire la soumission. À un moment, quand on a à la fin de votre livre, on a un tout petit peu l'impression que Houellebecq a gagné, que on est. Mais bien sûr, non, mais Houellebecq qu'il a gagné. Il dit le réel. Mais comme on est dans une époque où effectivement on a congédié le réel, ça c'est Fabrice parlait tout à l'heure de droite et gauche. Je pense qu'effectivement on peut les distinguer. La droite est pragmatique et voit ce qu'est le réel, mais elle manque d'idéal. Et la gauche voit l'idéal, mais il lui manque le réel. Vous êtes conscient qu'en disant ça, on va encore dire que vous êtes un réac? Oui, mais ça, je m'en fous. D'accord, très bien. On peut dire ce qu'on veut. Non, parce qu'en plus, il est de gauche. Ben oui. Mais ce qui m'intéresse, il est de gauche. C'est l'espèce de croisement qui fait que, moi, ce que j'aimerais, c'est que la gauche qui a l'idéal soit aussi pragmatique. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire une gauche pragmatique. Pas une gauche idéale qui, quand elle est au pouvoir, dit, bon, finalement, on a annoncé des choses, mais on ne pourra pas faire, et on va être obligé de renoncer. C'est juste une gauche qui prendrait à la droite son sens du concret, son réalisme, son pragmatisme, et qui en même temps dirait, il y a aussi un idéal. C'est-à-dire il y a l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité chez Max Weber, et on voit bien que la droite est dans l'éthique de responsabilité, mais sans conviction, et la gauche est dans l'éthique de conviction, mais sans responsabilité. Alors ce que j'aimerais, c'est une gauche qui soit éthique de conviction et de responsabilité en même temps, qui soit soucieuse de l'idéal et du réel en même temps. Allons-y un peu justement sur cette gauche. Les deux livres sont extrêmement complémentaires. Penser l'islam tend la main au miroir aux alouettes, puisque vous revenez sur la France, sur ce que c'est qu'être de gauche. Tout à l'heure, vous nous disiez que mener une vie de gauche, ce n'était pas nécessairement voter à gauche, qu'il y avait désormais un divorce entre les deux. Qu'est-ce que c'est que l'athéisme social ? Alors pour revenir sur ce que vous disiez, je pense effectivement qu'il y a des gens de droite, enfin qui votent à droite mais qui mènent des vies de gauche, et des gens qui votent à gauche et qui mènent des vies de droite. Donc je ne voudrais pas insulter Fabrice, mais je dis que mener une vie de gauche, c'est estimer qu'il y a un certain nombre de valeurs à gauche qui sont la générosité, la fraternité, le partage, le fait que l'argent c'est fait pour être distribué, pour circuler, pour aider, pour aimer, voilà, on en a, on le dépense. Et puis d'autres qui en face pensent que c'est fait pour être gardé, thésaurisé, qu'on en a, etc. etc. Bon. Maintenant, moi je ne suis pas dans une logique du je suis de gauche, donc je déteste les gens de droite. C'est ça le problème avec la gauche. C'est que quand on est de gauche, il faudrait détester la droite. Je dis effectivement que pour moi, ce n'est pas ce qui fait la loi. Je suis athée, mais je préfère un croyant intelligent à un athée débile.
Je suis de gauche, mais je préfère un homme de droite intelligent, un homme de gauche débile. C'est du bon sens. Vous vous rappelez cette phrase C'est du bon sens. d'Albert Camus qui disait « Si la vérité est à droite, Devait alors, être de droite, alors je serai de droite. je serai de droite Et quand j'ai lu ça, quand j'ai fait mon livre sur Camus, j'ai lu l'intégralité. » Pas mal ça, hein, Fabrice Lucchini, il sourit. Ça y est. On va Non, le convertir. Non, mais tu disais que quand tu as fait ton livre sur Camus, Je suis tombé, donc j'ai tout lu. Je ne veux pas dire que j'ai relu. J'avais lu L'étranger, la peste, l'homme révolté, et puis le mythe de Sisyphe. Et puis là, je me suis dit, je prends tout, du début jusqu'à la fin. Il y a 4 volumes en Pléiade, et j'ai tout lu, plume à la main. Et c'est la phrase qui m'a saisi. Je me suis dit, on ne peut pas d'un côté dire que Camus a raison de le dire, et ne pas vivre comme si Camus avait tort. Et je me suis dit, eh ben alors désormais, il faut avoir le courage de ça. C'est-à-dire de se dire, bah, si c'est juste, ça m'importe peu que ce soit de droite, musulman, athée, que ce soit... Peu importe, c'est juste ou ça ne l'est pas. en tout cas, ça concrétise mon intuition. Être de gauche, c'est du boulot. C'est clair et net. C'est quand même beaucoup plus de boulot de faire toute son université gratos, de bosser, d'aller donner des cours, d'être généreux, d'être humain, d'être curieux. C'est du boulot. Ça demande quand même des aptitudes. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y. Ah bah oui, oui, oui. Vous écrivez page 33, mon militantisme marxiste, Fabrice Lucchini, hein. Ah oui, j'ai eu peur. Mon militantisme marxiste a dû durer une quinzaine. dizaine de jours. Ouais, Donc ouais. vous avez été de gauche 10 jours. J'ai vendu rouge. Puis après, j'ai pas compris pourquoi en face, ils vendaient lutte ouvrière. Parce que j'avais pas compris que chez les trotskistes, dès qu'il y en a deux, il y a une scission. Je le savais pas encore, ça. Mais moi, j'ai connu les discours de Daniel Ben Saïd, que j'adorais. Face à la bourgeoisie, je le raconte dans le bouquin, face à la bourgeoisie qui maintient le joug sur les forces ouvrières et prolétariennes. Les étudiants marxistes-léninistes sont passés sous la table. J'adorais le moment où il disait « Nous allons aller casser les cadences infernales et détruire les garde-chioums du capitalisme ». J'adore ces mots, garde-chioums du capitalisme. En tout cas, c'est clair et net. Et Onfray Muret, comme moi. Et quand Dormesson a eu la gentillesse de me dire qu'on appartenait à la même classe sociale, alors que moi je suis né dans le 18e à la Goutte d'Or, et que je viens d'un pas émigré, et que lui, c'est clair, il y avait de l'oseille, ou même s'il n'y en avait pas, on sent que c'est chic, c'est Figaro. Moi j'arrive de l'Est de la France, parce que immigration, papa, très très pauvre, modeste, Goutte d'Or, quitter l'école 14 ans, mais je vais aller à l'université de Caen pour rattraper. Ça, c'est ma décision. Populaire. Populaire. Université populaire. Oui, oui, la seule gratos où on accepte les pauvres, enfin ceux qui n'ont rien. Et les pauvres, parce que moi je veux recommencer mes études. J'ai plus envie de faire des films, j'ai envie de recommencer mes études. J'ai des grosses lacunes en histoire, j'ai des énormes lacunes en biologie. L'amibe, par exemple, j'ai maîtrisé très tardivement. L'amibe. Oui. Alors tu voulais dire, parce qu'on est quand même par là, j'ai quand même... Vas-y, tu disais quoi sur le bouquin? Je disais que c'était bien. C'est adorable. Mais alors, je vais faire attention parce que maintenant, il ne faut plus être très enthousiaste. Si, Donc, ah, si, là, je vais le faire hyper neutre sur Fabrice Lucchini. non, ouais. Alors, Fabrice Lucchini, vous sortez un livre Oui, très bon, très bon. aux éditions Flammarion. Très bon, Flammarion. Ce livre, Fabrice Lucchini, Oui. est intéressant. Oui, là, on sent que c'est tiède. Ça Ouais. s'appelle une Ah bah non, bah, tu demi-molle. m'as dit, là. faut y aller- Là, faut y c'est la aller neutre, demi-molle. alors j'y vais neutre, Quand moi, je te dis maintenant. neutre, veut pas dire demi-molle. Ah bah voilà. Là, t'es dans la demi-molle. Bon, Tu dois alors, il y le a des dire. trucs dans votre livre, Fabrice Lucchini, pas tout, mais il y en a qui sont formidables. Par exemple, ce qui est formidable dans le livre de Fabrice Lucchini, et qui est beaucoup plus de gauche qu'il ne le pense, c'est la manière dont vous nous racontez l'apprentissage de la langue, l'apprentissage du langage. Il y a ceux qui l'apprennent dans leur famille, bon tant mieux, ils ont cette chance. Vous racontez que vous l'avez appris dans la rue, et que vous n'étiez pas très bon en français, vous étiez bon en verlan, et mieux encore, en louchébème. Qu'est-ce que le louchébème? Non, j'ai eu la révélation quand, à 14 ans, on m'a viré de l'école, puisque à mon époque, on avait le droit de corriger en rouge. Car à mon époque, le rouge n'était pas anxiogène. Tu sais, ça, dans un film de François Ozon que j'adore, je joue un prof et je me mets à craquer en disant « Oui, je sais, j'ai corrigé en rouge et le rouge est anxiogène ». J'ai toujours adoré cette réplique. Dans la maison. C'est dans la maison Ouais. d'Ozon, qui est Très bon un film. ami que j'aime beaucoup. Et quand j'ai quitté à 14 ans, je me suis retrouvé donc très vite jeté de l'école parce que j'étais très mauvais. Et il n'y avait pas de psychanalyse, on rencontrait pas les parents qui disaient non, il est bon mon fils. Non, on était mauvais, on était jetés. Et puis bon, on m'a mis dans un apprentissage de coiffure. Et quand j'ai eu la chance d'être dans un quartier très populaire et de rencontrer ce que Nietzsche appelle, en parlant du livre de Dostoïevski, le granit de l'humanité, j'ai rencontré la délinquance. Mais la délinquance assassine, ce qui tue les gens. Moi, j'ai eu la chance, à Barbès et aux Abbesses, de connaître des grands voyous. Il y en a un qui me regarde ce soir, un mec que j'aime énormément.
Céleste. Et bien cet homme-là, ils avaient, la thèse de Nietzsche, tellement d'énergie qu'ils étaient sublimes, donc ils ne pouvaient pas s'adapter au réel. C'était des grands délinquants, des assassins. Et ces gens-là, ils avaient une langue. Et un jour, il y avait un mec qui était en train d'attendre Place des Abbesses et l'autre lui a dit « Viens avec moi au prisonnier qu'on va s'acheter un pantalon en velours. » Et l'autre n'avait pas envie de bouger. Et à un moment, un des deux dit « Alors, tu viens ou pas ?» L'autre lui dit « Non. » Et l'autre dit « Tu te dérobes ?» J'ai trouvé ça étonnant qu'un geste médiocre de la vie quotidienne, il ait employé le mot « tu te dérobes ». T'imagines la dramatisation? Après, il a dit « Viens, on s'arrache ». C'est la première fois, et je te parle ça en 66, hein, que j'ai vu un être s'arracher pour s'en aller. Il s'arrache. Tu vois, maintenant, dans la Lieban, on parle le Verlan. Ça, c'est la doxa. Moi, j'ai connu le Verlan bien avant Renaud, bien avant ça. Moi, j'ai appris les mecs qui rentraient en boîte de nuit, qui disaient « Laisse-moi Tréran, t'as pas vu la totette, t'as vu, j'ai des... » Et ils parlaient complètement merveilleusement, mais c'était pour pas être compris. Très beau texte de Victor Hugo sur l'argot. Et tout ça pour vous dire qu'effectivement, j'ai un trou. Voilà. Ça, je le voyais venir. Mais c'est beau aussi. Mais oui, c'est beau. C'est très, très la vie, on est en direct. Et qu'est-ce que tu disais? Oui, alors je raconte. Alors, parce que le verlan est une chose. Oui, mais après la langue, c'est le répertoire. L'argot. Là, c'est le coup de bol. C'est que je fais un film avec je rencontre Labro qui me donne un peu de figuration intelligente dans un film où je parle en verlan. Eric Romer m'appelle. Bon, là, déclassement. Tout peut arriver. Déjà, ça commence bien. Déclassement hallucinant. Eric Romer, prof de français, qui m'appelle. Je ne sais pas qui est Eric Romer, moi. Je raconte dans le bouquin, je ne sais pas qui est Eric Romer. Il me dit, venez, je voudrais vous rencontrer. Et je pars là-bas, il me fait faire 7 films. Je fais Le Genou de Claire, Chrétien de Troyes, Perceval le Gallois. J'apprends 9234 vers. J'ai mon certificat d'études. J'apprends, votre père, s'il ne savait, fut à la jambe un jour blessé, et je suis en grande pauvreté, et vous qui tout petit étiez, de grands frères, moule beau tavier. Et moi, quand j'ai dit ça à Romer, je dis, mais vous me faites peur, Eric, vous croyez qu'on va avoir du public avec un texte comme ça? J'avais raison, mon intuition était bonne. Moi, je voulais lui proposer, votre père, s'il ne savait, fut à la jambe un jour blessé, et je suis en grande pauvreté. Et vous, qui tout petit étiez, de grands frères, moule beau tavier. Quand chevalier à Doubé furent, là, je remets mon combat à mourir. Écoutez la beauté, c'est le premier texte français, 1190. Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes, adapté génialement par Romer. Votre père, ce fut autant qu'arbre feuillisse. Premier mot de la poésie française, ce fut autant qu'arbre feuillisse. Herbes et bois et prés verdissent, et les oiseaux, en leur latin, chantent doucement au matin. Et tout être de joie en flamme que le fils de la veuve dame, dans le grand manoir solitaire, se leva et ne tarda guère que sur la selle ne se mit de son cheval, et qu'il ne prit 3 javelots, et tout ainsi. Et là, extraordinaire, Chrétien de Troyes a écrit ça, c'est du Chrétien de Troyes, 1190. Pour un mec qui n'a pas le certificat d'études, c'était pas mal. Oui. Et après, malheureusement, l'accès à Molière, l'accès à Rimbaud, comme j'explique dans le bouquin. Grâce à Chrétien de Troyes, vous racontez surtout qu'il y a Roland Barthes. Parce que le film, on ne peut pas tout à fait dire que ça a été un grand succès. Non, c'était un énorme bide. Voilà. Oui. Bon, il faut peut-être expliquer alors que j'entends dans la nuit, nous sommes dans les années 80, on danse Saturday Night Fever et je vois les mondains du palace, les Parisiens qui dansent et qui vers 7 h du matin disent alors tu viens avec nous, on va chez Roland Barthes. Je savais pas du tout qui était Roland Barthes. Donc on errait hébété. On arrivait chez Roland Barthes, il était 9 h 30 du matin, il y avait 1000 personnes, comme à l'université populaire de Caen, mais un peu plus chic, tu vois, un peu plus Barthes. Et là, il y avait et je vois arriver un homme avec une voix très belle, l'importance de la voix, énorme, Paul Valéry. La voix humaine me semble si belle intérieurement et prise au plus près de sa source que les 10 heures de profession presque toujours me sont insupportables. Paul Valéry. Et il arrive et il dit un mot, il dit... Aujourd'hui, c'est le concept du cessa, le concept du temps qu'il fait. Et je vois 1000 personnes écrire. Là, je me dis, mais je suis chez des dingues. Ils disent, aujourd'hui, c'est le concept du cessa, du temps qu'il fait. Je dis, mais pourquoi ils écrivent un truc aussi étrange? Et au bout de 2 heures, ils parlent de Perceval. Moi, j'avais été assassiné par Jean-Louis Bory, grand critique, qui avait dit quel dommage que ça soit joué par ce niguedouille sans charme. François Chalet qui dit il ressemble à Serge Lama dans la... Enfin, j'étais accablé. Et je vois Roland Barthes, star énorme. À mon époque, je n'ai pas dit que c'était une star comme Proust, mais il était vécu par les mondains
comme une star. Mais c'était pas un littéraire, c'était un sémiologue. Et là, je descends vers lui, et je dis, et on aurait dit Vienne, Freud. Tu sais, il y avait les psychiatres qui étaient là. Et tout le monde regardait, très proustien, tout le monde regardait, le personnage s'approchait de Barthes. Et je regarde Barthes et je dis, monsieur Roland Barthes, vous avez dit du bien de Perceval. Alors Barthes me répond, oui, je crois que le public n'a pas bien compris. Je dis, c'est moi Perceval. Il me regarde, il fait, vous êtes Perceval? Je m'en rappellerai toute ma vie. Vous êtes Perceval? Je dis, oui. J'aimerais beaucoup en parler avec vous. Et il m'a dit cette phrase étonnante. Quel est votre rapport au téléphone? Quel est mon rapport? Imaginez que je réponde ambigu, Roland. Non, j'ai répondu normal, Roland. Monsieur Barthes, hyper normal. Vous êtes sûr que vous avez un rapport détendu au téléphone? Hyper anxieux, je dirais. Rapport anxieux au téléphone. Il n'y avait pas de portable à cette époque-là. Il m'a donné rendez-vous rue Servant-Denis. Et je te termine vite l'histoire. On s'est retrouvés l'un en face de l'autre. Je lui ai parlé de ma passion pour Flaubert. Parce que la découverte, c'est ce que je raconte dans le bouquin, ça a été la découverte d'une nouvelle langue. Molière, Corneille, Racine, le génie le plus grand, La Fontaine. Et tout d'un coup, 30 ans d'obsession, je me suis mis à avoir comme passion que de m'approprier une langue qui était la langue française. Et là, en plein milieu de la conversation, j'avais repéré qu'il y avait un béret dans l'entrée. Il avait un béret. Et en pleine conversation, j'ai dit, Roland, je pourrais vous dire ce qui est génial chez vous? Il m'a dit, quoi? Il croyait que j'allais parler de fragments d'un discours amoureux, ou l'empire des signes, ou je ne sais quel plaisir du texte. Putain, comment je vais vite à retrouver les titres de Barthes. Et là, je dis, levez-vous. Regarde, croyant à un dingue, hein, je le mets devant le béret, et je lui dis, mais c'est totalement génial cet objet. Et là, je vois Barthes démuni, et j'ai fait faire une association banale au génie de la sémiologie. Il me dit, mais qu'est-ce qui est génial? Mais votre béret, Roland, ça fait sens. Je lui dis, parce que j'avais commencé à parler le Barthes sans peine, ça fait sens. Et là, il me regarde démuni, il dit, mais qu'est-ce qui fait sens? Votre béret. Et là, il m'a regardé, il m'a dit la phrase la plus sublime, je raconte dans le bouquin, mais je suis basque. J'ai imposé à Roland Barthes un trafic associatif normal. Voilà, c'est énorme, c'est Fabrice Lucchini, c'est dans le spectacle, mais c'est aussi dans le livre, et c'est écrit, et tout ça, c'est au service de la langue. Alors la langue, justement, puisqu'on en parle, ça va vous faire plaisir, tiens, Paul Valéry, justement, Roland Barthes, surtout, y enseignèrent. Leur fantôme, je suis sûr, on doit le trouver quelque part quand on s'y promène. Où ça? Au Collège de France, le Collège de France, qui a ouvert ses portes aujourd'hui à un romancier que nous adorons dans cette émission. Je vais le faire à ma manière, hein, tu m'en veux pas trop. Bon, là. Hyper enthousiaste, Très on bon. adore Alain Mabankou. Alain Mabankou occupe la chaire annuelle de création artistique. Il vient de terminer, là, il y a quelques minutes, sa leçon inaugurale et il nous rejoint sur le plateau de la Grande Librairie. Le voici, Alain Mabankou. C'est énorme, ça peut durer 1 heure. Voilà. On est dans la sémiologie. Faut lâcher la main, Fabrice, maintenant. Bah non, Faut je ne vais pas être lâcher mal la élevé, main. il me la garde, il me la garde. Michel Onfray. Bonsoir Alain Mabankou. Comment ça s'est passé alors? Ben, ça s'est passé très bien. C'est un baptême terrible. J'avais l'impression d'accoucher d'un bébé qui était très gros. Mais finalement, l'élasticité de ma volonté a fait que le bébé puisse sortir. Mais j'ai l'impression que c'était pour moi un moment terrible, mais à la fois bénéfique parce qu'il faut vivre ça une fois. Alors, Alain Mabankou, romancier, né à Pointe-Noire, au Congo, il y a tout juste 50 ans. Je rappelle un tout petit peu, parce que c'est bien aussi de repositionner les choses. Tout à l'heure, on avait Fabrice Lucchini qui nous racontait la goutte d'or, le 18e, on part de rien. On a Michel Onfray, le philosophe du bocage normand. C'est bien. Regardez, et là, qu'est-ce qu'on a? Alain Mabankou, né il y a 50 ans à Pointe-Noire, arrivé à Paris, en France, à 22 ans, qui fait quelques études grâce à une bourse, et puis qui va devenir écrivain, poète d'abord, romancier, premier livre 1988, 2005, rappelez-vous, il y a 10 ans, gros succès grâce à Vers cassé, remarquable roman, et puis l'année suivante le prix Renaudot pour Mémoire de Porc-Épic, et puis ensuite, voilà, les portes qui s'ouvrent, les États-Unis d'abord, c'est pas l'université populaire. Quand Alain Mabankou dit on va enseigner la littérature francophone, personne en France pour prendre le relais.
mais une université à Los Angeles qui vous dit venez donc nous enseigner la littérature francophone. Et aujourd'hui, le Collège de France. Quand vous avez été appelé par Antoine Compagnon pour venir au Collège de France, quelle a été votre première réaction? Je pensais que c'était une erreur sur la personne. Parce qu'en général, je passais devant le Collège de France, mais je n'y entrais pas. J'allais du côté de la librairie Compagnie ou de la librairie Présence africaine. Pour moi, il y avait peut-être quelques secrets qui se passaient à l'intérieur. J'avais une certaine crainte même d'y entrer parce que je pensais que je n'avais pas le ticket, puisque le Collège de France, vous savez que c'est depuis 1530, c'est du François Ier. Je n'existais pas, c'est ce que j'ai dit dans ma leçon, je n'existais pas. C'est gratuit aussi, hein. C'est un enseignement dispensé de manière... C'est gratuit, mais encore faut-il le savoir, quand un établissement est saupoudré d'histoire, est construit, et en quelque sorte d'une beauté presque intemporelle, on a l'impression que c'est tellement beau qu'on ne peut pas l'acheter, mais on ne peut pas non plus y accéder gratuitement. Donc on passe tout juste. C'est comme chez nous au Congo, on n'achète pas la mort, c'est pour ça que nous ne regardons pas les corbillards. Quand un corbillard passe, on regarde à côté. Parce que si vous regardez trop le corbillard, vous achetez la mort, le mort va photographier votre visage, vous serez le prochain cadavre. Peut-être qu'en passant un jour devant le Collège de France, j'avais trop regardé le Collège de France, le collège a photographié mon visage et j'ai fini aujourd'hui là-bas. Mais en tout cas, pour moi, c'était aussi l'occasion quand même d'amener la littérature africaine à l'intérieur. J'écoute avec bonheur ce que vous dites pour la littérature française. J'adore les fables de La Fontaine, mais bien entendu aussi que ce soit Ésope, que ce soit toute cette littérature. Hein, n'oubliez pas que les écrivains, les Africains, sont d'abord des grands lecteurs de littérature française avant d'avoir été des lecteurs de littérature africaine. Tout simplement parce que notre littérature écrite en langue française n'a pas 100 ans. Elle est jeune. Donc il fallait bien qu'on étudiât quelque chose pour avoir quelque chose aussi à manger. Ça part de la littérature française, mais et vous en êtes d'ailleurs un des très bons représentants de cette littérature africaine. Ça vient aujourd'hui la bousculer un tout petit peu. Vous, par exemple, vous la bariolez, la langue. Vous aimez bien apporter vos propres mots, jouer avec une langue absolument parfaite, et puis y injecter comme ça le parler de Pointe-Noire. Vous avez intitulé cette leçon inaugurale de la littérature coloniale à la littérature négro-africaine. En fait, ça, c'est la littérature négro-africaine. Ça, c'est l'ensemble de la chaîne, de la chair. Mais en fait, la leçon que j'ai faite aujourd'hui, c'est l'être noir, au pluriel, 2 points, des ténèbres à la lumière. Ce qui me permettait de faire un clin d'œil au cœur des ténèbres de Conrad, mais aussi à certaines visions du siècle des siècles des Lumières, qui nous avaient apporté beaucoup de choses, mais aussi pour nous autres Africains, la continuation de certains préjugés qui faisaient que nous étions incapables, dans le sens même juridique du terme, le nègre, excusez-moi le mot, mais j'ai le droit de le dire, et le nègre n'existait pas, il était un meuble, on parlait à sa place, il était un décor, donc il lui fallait trouver une certaine parole, et cette parole, il l'a arrachée d'abord en apprenant la langue du colonisateur. C'est pour ça qu'en évoquant la sémiotique qui met en scène justement le langage, c'est très important parce qu'on rentre aussi dans un système où le dominé, pour se libérer, doit entrer dans la chair de la langue du dominateur pour trouver entre les failles de mots comment il va injecter ses venins et faire entendre sa voix. Toute la littérature africaine est une question d'imposer sa voix. C'est pas facile. Alors, c'est d'autant plus difficile à faire qu'on pourrait être assez facilement dans ce que Fabrice Lucchini disait très bien tout à l'heure de Nietzsche, le ressentiment dans les passions tristes de Spinoza. Vous, avec quelques autres, depuis, allez, on va dire une quarantaine d'années, et puis vous, avec la jeune génération d'écrivains africains, de romanciers africains, on a le sentiment que vous voulez sortir de 2 choses. 1, le ressentiment. 2, la repentance. Oui, mais je pense que l'écriture commence par la liberté de ton. Je n'ai pas le droit de passer, par exemple, mon temps à bêler. J'ai beaucoup de choses à faire sur le présent. Mais en même temps, si je vis dans un espace où mon histoire n'est pas mise en valeur, l'histoire de France aussi a été écrite, je l'ai dit dans la leçon, l'histoire de France aussi a été écrite par des gens
qui ne sont pas forcément voilà, d'un pays judéo-chrétien et de race blanche. Donc nous avons contribué à cette histoire. Donc dans la mesure où nous avons contribué à cette histoire, pourquoi ne lirait-on pas ce que nous avons produit, d'autant plus que lorsque les Africains écrivent leurs livres, la plupart du temps, ils parlent de l'Europe. Et c'est bien dommage de ne pas savoir les conciliabules qui se passent derrière votre dos. Parce que le jour où le sabre va se lever très haut, que vous irez retourner, c'est trop tard. Et Jean-Paul Sartre l'avait dit dans sa préface intitulée L'Orphée noir sur l'anthologie de la poésie africaine d'expression française de Senghor. Il avait dit justement que l'erreur du colonisateur était de ne pas bien faire attention à ce que se disaient les colonisés quand ils étaient en train de se parler entre eux. Alors, le meilleur moyen de comprendre ça, c'est peut-être d'aller dans un bar. Tout à Alors, fait. quand on va dans un bar, par exemple, du côté de Pointe-Noire, on pourrait tomber dans un bar qui s'appelle le Crédit à voyager. Lucchini, qui s'appelle le Crédit à voyager. On tombe sur un type qui est un fou furieux de Céline. Vert cassé. Un fou furieux de Céline. C'est tellement un fou furieux de Céline que je voudrais... on est dans l'égalité, on est de gauche ce soir, Fabrice Lucchini. Alors je voudrais que tu lises la première page Du roman. de Mabankou. C'était Vert cassé, il y a 10 ans. Disons que le patron du bar, le Crédit à voyager, m'a remis un cahier que je dois remplir. Et il croit, dur comme fer, que moi, Vert cassé, je peux pondre un livre, parce qu'en plaisantant, je lui avais raconté un jour l'histoire d'un écrivain célèbre qui buvait comme une éponge. Un écrivain qu'on allait même ramasser dans la rue quand il était ivre. Faut donc pas plaisanter avec le patron, parce que quand il prend tout, parce qu'il prend tout au premier degré. Et lorsqu'il m'avait remis ce cahier, il avait tout de suite précisé que c'était pour lui tout seul, que personne d'autre ne le lirait. Et alors, j'ai voulu savoir pourquoi il tenait tant à ce cahier. Bravo, Fabrice Lucchini. Ah ben, c'est adorable, mais c'est que je n'avais jamais... Il le découvre là. J'avais jamais ouvert la... J'avais l'impression qu'il avait répété. Hein. C'est formidable, Fabrice, que tu aies lu ça, parce qu'on voit à quel point Alain Mabankou apporte un vent de nouveauté, de politiquement incorrect, de sécession et de liberté folle dans la langue française et au Collège de France. Le programme donc de ce séminaire, une chose importante, c'est que vous êtes le premier romancier. Oui, corps et âme dédiés à l'humanité gratuitement. Moi, je suis un petit commerçant, je viens dans une émission littéraire, j'ai écrit un bouquin, j'en parle un peu. Gratuitement, hein, je peux le dire. 1h30 gratuite avec Fabrice plaisir à Lucchini. Maxime Flammarion, qui est gentil et qui a quand même investi financièrement un peu d'argent. Mais ce que je voulais te dire, c'est l'attente. Tu entends l'attente, l'amoureux est celui qui attend. Un mandarin chinois était amoureux d'une courtisane. Voilà. Alors mes amis, ça c'est la grande librairie et la Sauf que magie de la grande je pouvais librairie. ajouter Mais c'est la magie du direct également. Parce L'attente. que là, tout de suite, vous avez rendez-vous avec... Mais oui, ils vont continuer, Alain Non, mais parce Mabankou que et l'attente, Fabrice en Lucchini Afrique, et Michel on dit Onfray. l'attente. Pendant qu'ils continuent, moi je vais... tout simplement vous rappeler les titres des ouvrages dont nous avons parlé ce soir. Et avec beaucoup d'enthousiasme, mon petit Fabrice Lucchini, je vais dire à quel point Comédie française m'a touché. Parce que souvent, il faut bien le dire, les livres de comédiens... ouais. Donc, on est d'accord. ben, je ne redis rien, je suis ravi que j'échappe à ça. Mais là, c'est vraiment bien. C'est adorable. C'est chez Flammarion. C'est adorable. Penser l'islam de Michel Onfray sort aujourd'hui aux éditions Grasset. C'est extrêmement stimulant et justement, ça rappelle aussi un tout petit peu ce qui s'est passé il y a quelques années après le 11 septembre 2001 pour certains intellectuels américains. Je pense à Susan Sontag, à Norman Mailer, à Arthur Miller, qui avaient tout simplement dit que le réel avait eu lieu et qui ont été traînés dans la boue par certains médias. On ferait bien de repenser à ça et de penser l'islam. De lire également Le Miroir aux Alouettes, principe d'athéisme social. C'est une autobiographie avec des pages extrêmement sensibles sur les gens qui vous ont appris à être de gauche. Être de gauche n'est pas forcément voter à gauche, on l'a bien compris. Merci beaucoup Michel Onfray.